Je suis au Mali ici, je ne suis pas dans un camp de réfugiés, je ne m'abriterai jamais derrière la clause de force majeure pour arrêter de payer à l'État ce que je dois payer à l'État. Donc moi ce que je veux dire, là il y a un enseignement à tirer, que les Maliens comprennent, ces grandes sociétés-là, ce n'est pas elles qui viendront développer le Mali, ce n'est pas elles qui viendront développer le Mali. Elles ont pris des permis quand on pensait que le Mali était stable, et quand il y a eu Aguelok et le coup d'État de 2012, elles se sont toutes retirées du Mali. Elles nous ont laissés avec nos problèmes. Je suis le seul à rester. L'exploration du pétrole et du gaz au Mali même, sans me vanter, ça repose que sur ma compagnie. Donc l'OREP peut vous confirmer cela parce que je suis le seul à payer les taxes superficielles et les fonds de promotion et de formation de l'OREP. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement une chance pour nos pays que des nationaux soient détenteurs de permis et que ce n'est pas la même chose avec les multinationales? La différence est... Non seulement c'est une chance, mais c'est ce qu'il faut promouvoir. Parce que le Mali se développera par ses enfants. Ce n'est pas les étrangers qui viendront développer le Mali. Pour preuve, les étrangers sont là, exploitent de l'or depuis presque 20 ans. Ça n'a pas développé le Mali. Il y a de plus en plus de chômage, il y a de plus en plus d'instabilité, de plus en plus de problèmes de sécurité. Donc franchement, nous devons comprendre maintenant. Il est temps de comprendre qu'il faut compter sur nous-mêmes. Il n'y a que les Maliens qui vont développer le Mali. Moi, j'ai bravé l'instabilité, j'ai bravé l'insécurité, j'ai réussi à faire une vingtaine de forages au moment où aucun foreur ne voulait venir au Mali. Ils m'ont dit pour venir au Mali, ils vont prendre une société de sécurité à Londres pour venir sécuriser les sites de forage. Et tout intervenant étranger qui venait demandait 2 parapluies, 3 couvertures, ceinture, bretelles, parce que le Mali est en zone rouge, leur ambassade les déconseille de venir. Mais malgré tout, j'ai payé, vous savez, j'ai payé plus de 2 millions d'euros à cette compagnie étrangère pour sécuriser les sites pendant la période de forage, au moment où personne ne voulait venir. Donc toutes ces compagnies étrangères qui sont venues au Mali, aucune de ces sociétés n'a foré au Mali. Avant même de se retirer. Elles ont fait des investissements, elles ont fait de la sismique, elles ont fait de la géophysique aéroportée, elles ont fait de la gravimétrie. Mais au niveau des forages, aucune société étrangère n'a foré depuis le code pétrolier de 2004. La seule société qui a foré, c'est moi. J'ai fait 2 forages stratigraphiques qui ont dépassé 2000 mètres de profondeur. Donc je suis le premier à atteindre, depuis ce nouveau code pétrolier, 2000 mètres les socles au Mali. Et après, je suis venu vers Bouraké-Bougou, où j'ai fait une vingtaine de forages, où on a confirmé des potentialités gigantesques en hydrogène naturel. D'accord. Justement, quand on vous entend souvent dire que la révolution énergétique, ce sera à partir de l'Afrique, à partir du Mali. Monsieur le Président, vous vous fondez sur quoi pour aller vers de telles affirmations? Maintenant, tout le monde parle d'hydrogène pour la transition énergétique. C'est la clé de la transition énergétique, parce que sans hydrogène, il n'y aura pas de transition énergétique. Et le Mali, nous, ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans l'hydrogène, qu'on a réussi à produire de l'électricité en unité pilote non commerciale. On a réussi à produire de l'électricité avec l'hydrogène naturel sans émission de CO2. Et maintenant, tout le monde sait que l'hydrogène est indispensable dans la transition énergétique. Les compagnies pétrolières fabriquent de l'hydrogène avec du méthane. Elles n'ont peut-être pas intérêt qu'il y ait une autre source d'hydrogène qui est complètement indépendante de leur business de carbone. Et là, il faut qu'on fasse très attention à ça, parce qu'il ne faut pas qu'elles viennent mettre les pieds sur l'hydrogène malien pour l'empêcher d'être produit, parce que tout simplement, ça va réduire leur part de marché dans la production de l'énergie dans le monde. Et ça, si elles ne veulent pas disparaître comme des dinosaures ou être le Kodak du numérique, donc elles doivent s'adapter. C'est pour ça qu'il y a des grandes compagnies pétrolières qui commencent à investir dans l'hydrogène vert. Dans l'hydrogène vert pour le manufacturer. Tout à fait. Voilà. Mais il y avait un défi, je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, lors d'une interview, le défi, c'était le transport, justement, de l'hydrogène qui posait problème. Par exemple, Bouraké-Bougou, comment le transposer à d'autres localités? Est-ce que, entre-temps, on a trouvé une solution à cela, le transport? Pour la transition énergétique, Okay. pourquoi j'ai dit que l'Afrique sera le point de passage obligé pour la transition énergétique. Et pour l'hydrogène vert, vous savez qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train d'investir 700 milliards de dollars pour la production d'hydrogène vert. Parce qu'ils ont compris que s'ils ne se mettent pas dans l'hydrogène vert,
tous ces pays pétroliers et toutes ces grandes compagnies pétrolières, comme je l'ai dit tantôt, finiront comme des dinosaures un jour. Parce que l'hydrogène produit plus d'électricité, plus d'énergie à quantité égale avec le gaz naturel, et il est moins cher, donc tôt ou tard, tout le monde finira par aller. Il y a déjà des véhicules à hydrogène qui circulent en Europe, dans la mobilité légère, dans la mobilité lourde, et même des bateaux à hydrogène. Il y a des trains à hydrogène qui ont commencé à circuler. L'hydrogène se vend aujourd'hui en Allemagne autour de 16 € le kilo. Ça se vend en France autour de à peu près 15 € le kilo. Donc, et là, tout le monde veut aller vers l'hydrogène. Nous, on a la possibilité d'être un grand producteur d'hydrogène. Naturel, nous avons déjà le champ de Bouraké-Bougou. Nous avons fait un rapport de qualification pour évaluer les réserves de gaz. On est à plus de 700 milliards de mètres cubes sur l'hydrogène de Bouraké-Bougou. Et ça c'est l'hydrogène naturel. Et si tu vois toute la superficie du Mali, qui est combien de fois plus grande que des petits pays comme le Portugal, l'Espagne et la France, donc là, il y a beaucoup d'espace où on peut produire de l'hydrogène vert, comme l'Arabie Saoudite veut le faire. Donc c'est pour ça, moi, j'invite mes frères du Nord. Si on arrive à stabiliser, à sécuriser le Nord, je vous assure, nous allons dépasser le Qatar et Abu Dhabi dans quelques années. D'accord. Mais justement, vous avez parlé d'hydrogène naturel. On entend souvent l'hydrogène gris, l'hydrogène blanc. Un tout petit peu pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut savoir le distinguo, Monsieur le Président, entre ces différents types d'hydrogène? L'hydrogène naturel, c'est grâce à tout ce que moi j'ai fait en Allemagne pour que dans le programme national d'hydrogène en Allemagne, il l'appelle l'hydrogène blanc. Donc c'est rentré déjà dans les nomenclatures commerciales en Allemagne, il l'appelle l'hydrogène naturel, l'hydrogène blanc. L'hydrogène gris existait déjà dans le marché. Ça s'est produit à base de gaz naturel, parce que la formule chimique du gaz naturel, comme tout le monde le sait, c'est du CH4, donc il y a du carbone dedans. Donc ils font du vapocracking du méthane pour séparer le carbone de l'hydrogène. Et là, c'est une méthode qui est non seulement coûteuse, mais elle est sale. Parce que pour produire 1 kg d'hydrogène, tu produis entre 10 à 12 kg de CO2. Bon, mais c'est cet hydrogène gris qui est sur le marché aujourd'hui et que des grandes compagnies pétrolières, avec les grandes compagnies de gaz, dont je ne citerai pas le nom sur le plateau, commercialisent. C'est un business de plus de 100 milliards de dollars par an, cet hydrogène gris. C'est déjà là. Mais ceux qui veulent aller à la neutralité carbone, la solution n'est pas d'aller vers l'hydrogène gris. Pourquoi? Parce que si 1 kg d'hydrogène gris, pour l'avoir, vous avez déjà émis 10 à 10, 12 kg de CO2 dans la nature. Bon, ils trouvent des formules, ils disent qu'ils vont séquestrer cela et pour l'appeler hydrogène bleu ou bien hydrogène je ne sais quoi. Bon, ça je les laisse avec leur équation, mais parce que nous on n'a pas, ce problème. On est dans l'hydrogène naturel. Mais l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène sur la base d'énergie décarbonée. Et l'énergie décarbonée, c'est l'énergie qui vient essentiellement du solaire et de l'éolien. Du solaire et de l'éolien. Tout le monde sait au Mali ici qu'avec les taux d'ensoleillement dans notre Sahara et jusqu'à la région de Caille, qu'on a vraiment de grandes potentialités pour produire de l'électricité verte. Et on sait également qu'il y a des vents intermittents le soir qui peuvent nous permettre de produire de l'électricité. Donc pour que les électrolyseurs qu'on va introduire au Mali pour la production d'hydrogène vert, l'hydrogène manufacturé, puissent fonctionner 24/24. Je vous assure, si on est conscient de ça au Mali, on pourra développer très rapidement le Mali. Parce que c'est vrai, nous avons beaucoup d'aide de beaucoup de pays pour la situation sécuritaire. Mais la solution du problème malien n'est pas que militaire. Elle est aussi et surtout économique. Économique, on va en parler. Voilà. Mais M. Diallo, une chose est de disposer de ressources naturelles dont l'hydrogène, par exemple au niveau du sous-sol, mais une autre c'est de pouvoir l'exploiter et puis de commercialiser. Comment est-ce que tout cela va s'opérer pour l'intérêt, pour le bénéfice du Mali, de l'Afrique et même du monde déjà, de façon concrète? Au Mali déjà, ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, avant même de l'exporter, peut produire de l'électricité avec. On a fait l'unité pilote, les showcases qu'on a fait, qui n'étaient pas commerciales, a fonctionné pendant 7 ans. On peut, avec l'hydrogène, en le mélangeant rien qu'avec de l'azote qu'il y a dans l'air, avoir de l'ammoniac. Et l'ammoniac, tout le monde sait qu'avec ça, on peut aller vers la production d'engrais. Donc c'est très recherché pour tous les grands producteurs d'engrais. Et l'hydrogène, même tel que produit naturellement,
nous pouvons l'utiliser dans la mobilité légère et dans la mobilité lourde pour réduire la pollution dans nos villes et pour faire redémarrer les trains de Bamako à Kaï, pourquoi pas cette fois-ci avec un train à hydrogène. Donc franchement, et ça on rentre non seulement dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à l'économie circulaire, parce que tout est produit localement, utilisé localement, rien ne se perd, tout se transforme et on est en plus dans les décarbonés. Il n'y a aucune émission de CO2 et de gaz à effet de serre quand on va faire redémarrer les trains de Kaï à Bamako avec de l'hydrogène. Ce serait seulement de la vapeur d'eau qu'on va émettre en fumée. Ouais, vous parlez également d'un autre projet qui consiste à une espèce de pipeline d'à peu près 4700 km qui va relier un peu l'Afrique, un peu à l'Europe pour transporter l'hydrogène. Ça, c'est pour l'exportation. Okay. Mais avant même l'exportation, sur le plan local, ici au Mali, on peut déjà être la première économie décarbonée du continent africain. On peut être le premier pays à avoir les premiers trains à hydrogène du continent, les premières voitures à hydrogène du continent, le premier à produire de l'électricité avec de l'hydrogène. Franchement, si on sort de du cercle vicieux malien en donnant cette image du Mali, parce que dès qu'on parle du Mali maintenant, on voit les gens pensent aux Kalachnikov avec des enturbanés, alors qu'il y a d'extraordinaires potentialités dans ces pays qui peuvent lui permettre d'être l'un des pays les plus modernes du continent et d'un pays moderne dans le développement durable. Oui, si on vous entend dire tout cela, M. Diallo, c'est tellement beau, mais vous avez une autre casquette politique que souvent certains téléspectateurs peuvent penser que c'est du discours politique. Ce n'est pas un discours politique, c'est ce que j'ai fait dans la réalité. Okay. Vous savez, à Bourakebou, j'ai investi plus de 30 milliards quand même. Au moment où tout le monde est parti, moi je suis là, je paye mes taxes superficielles, je paye les fonds de formation et de promotion de l'Europe et je fais des forages. Et je fais des tests, des well tests. Donc je suis le seul à continuer de faire ça. Ça coûte de l'argent. Un forage pétrolier et gazier, ça coûte énormément de l'argent. Donc ça peut être de la politique, mais ça m'étonnerait qu'un politicien investisse 30 milliards pour faire de la propagande. Ça c'est de l'économique et ça peut permettre de créer des emplois de masse qui est la seule solution au chômage de masse de nos jeunes et qui est la source de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, des jeunes Maliens qui se noient dans la Méditerranée ou ceux qui se perdent dans l'économie criminelle ou ceux qui se perdent dans l'extrémisme ou dans les radicalismes. Voilà, le Mali est pionnier dans ce domaine. Jusqu'à une période récente, c'était le seul pays à s'être engagé dans l'exploitation, dans la recherche par rapport à l'hydrogène, mais on apprend de plus en plus qu'il y a d'autres pays. Monsieur Diallo, faut-il s'en inquiéter ou se réjouir du fait que le Mali n'est plus seul, qu'il y a d'autres pays? Il ne faut pas s'en inquiéter, au contraire, nous devons nous en réjouir, parce qu'on pensait qu'on était le seul à avoir de l'hydrogène naturel. Le BGR, c'est un organisme très sérieux, très crédible en Allemagne. C'est l'équivalent du BRGM en Allemagne, ça s'appelle le BGR. Le BGR a sorti la liste d'une dizaine de pays dans lesquels l'hydrogène naturel a été découvert. Et le Mali et Oman viennent en première position, par la pureté et par l'importance de la découverte. Le Mali est en première position. Par l'importance de la découverte, le Mali est en première position. Donc franchement, maintenant, nous sommes nombreux à avoir de l'hydrogène naturel, mais le Mali est en tête. Donc essayons de garder notre place de leader, de pionniers dans l'hydrogène naturel, au lieu de nous jeter des pots de banane sous les pieds. Parce que le vrai défi aujourd'hui, c'est comment empêcher ces grandes multinationales qui gagnent des milliards de dollars dans leur business de carbone de mettre les pieds sur l'hydrogène naturel et d'en empêcher l'exploitation. C'est ça le défi. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les ragots que les gens racontent à Bamako ici, en disant est-ce que l'hydrogène est là, l'hydrogène existe, l'hydrogène n'existe pas, est-ce que les titres existent ou pas. Mais qui est fou d'investir 30 milliards s'il n'a pas de titres pour investir 30 milliards? D'accord. Par deux fois, dans cet entretien, vous avez peut-être relevé la nécessité pour les Maliens de s'unir autour de l'essentiel pour qu'on puisse profiter de ces richesses naturelles. Selon vous, le support, l'accompagnement des Maliens, ça peut être quoi pour que le pays profite bien évidemment de ces ressources naturelles? Vous avez parlé du Nord, vous avez parlé, quel peut être l'accompagnement du pays par rapport à ça? L'État malien doit accompagner les Maliens dans ce secteur. Moi, j'ai été victime de beaucoup de choses dans ce pays.
Je ne suis pas là pour rendre des comptes ou bien pour régler des comptes avec les uns et les autres. Mais je ne veux pas que d'autres Maliens subissent les mêmes sorts. Moi, j'étais le premier à prendre un permis de lithium au Mali, ici, en 96-97. Et un permis à Ouala. Après avoir investi 1,5 milliard, ils m'ont annulé ces permis-là, les autorités maliennes, pour le donner à des étrangers. On m'a fait ça. Et quand je vais commencer à investir dans le permis de Faboula à Kodjeran, on m'a cherché des poux dans les cheveux ici, en complicité avec des ministres du régime Ibeka. Ça s'est fait. Où on m'a piégé dans des procédures judiciaires en me demandant d'aller demander des règlements préventifs. Et au tribunal, on se rend compte que des ministres ont écrit pour nous mettre en redressement ou en liquidation. Franchement, ça doit s'arrêter au Mali. Parce que les Maliens ne méritent pas ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est les étrangers, quand ça chauffe, ils partent. Les Maliens restent. Parce que nous, on n'a pas d'autres pays. On n'a pas d'autres endroits où aller. Et nous sommes les seuls à pouvoir continuer d'investir au Mali ici, qu'il pleuve ou qu'il neige, que ça soit stable ou instable, nous resterons ici pour développer notre pays. Et la clé même du développement du Mali se trouve entre les mains des Maliens. Il faut qu'on nous écoute, qu'on nous soutienne. Donc les sabotages des champions maliens, ça doit s'arrêter. Nous, on va se lever pour ça. Il faut que ça s'arrête. Ça, ce n'est pas le langage d'un homme politique, c'est le langage d'un pionnier dans un domaine qui, par son expérience, a vu de quoi les gens sont capables pour mettre des bâtons dans les pieds aux investisseurs maliens. Ça doit s'arrêter. L'État doit commencer à supporter et à accompagner les champions nationaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la stabilité et la sécurité. Ça, c'est important que les Maliens du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, du sud, partout, qu'on comprenne que quand ce pays est stable, est en sécurité, tous les investisseurs viendront et que même les enfants maliens qui hésitent encore, qui ont peur d'investir, vont oser investir. Je vous ai dit en 2004, quand ATT a fait la loi pétrolière, le nouveau code pétrolier en 2004, avec son décret d'application, les derniers coups d'État, c'était en 91. Les gens disaient 13 ans sans coup d'État, le Mali était devenu un pays stable. Et c'est pour ça, de 2004 en 2007, il y a eu de grandes compagnies qui sont venues prendre des permis. Mais dès qu'il y a eu le coup d'État en 2012, elles sont toutes reparties. Bon, donc franchement, on a tous à gagner que ces pays soient stables. On a tous à gagner que ces pays soient sécurisés. Et là, on pourra, le nord du Mali, peut-être une grande zone de production d'hydrogène vert. L'Arabie Saoudite, l'espace qu'elle est en train d'utiliser pour produire de l'hydrogène vert, où elle va investir environ 700 milliards de dollars, cet espace est beaucoup plus petit que le nord du Mali. Donc franchement, s'il y a la paix, la stabilité, la sécurité, nous pouvons développer ces pays-là. Et moi, j'ai aucun doute sur ça. D'accord. Par rapport au nord notamment, on sait que vous êtes un homme d'action, vous bougez. Est-ce qu'il y a un début de réceptivité de votre message d'union, de stabilité, de fait d'amener la paix au nord? Est-ce que ça commence à être réceptif? Les rares personnes avec lesquelles vous en parlez... Les rares personnes du nord avec lesquelles je discute, je trouve qu'elles sont très intelligentes. Elles comprennent tout de suite l'opportunité qu'il y a d'aller vers des projets comme ceux que je veux promouvoir. Parce qu'il y a la possibilité de faire émerger une économie légale, nationale, puissante, qui puisse permettre à des opérateurs du Nord, des opérateurs maliens, d'être millionnaires, voire même milliardaires en dollars. Et c'est la solution à l'économie criminelle. Quand tu gagnes quelques centaines de milliers de dollars dans l'économie criminelle où tu vis comme un rat dans des égouts et qu'on te propose d'être millionnaire et milliardaire en dollars légalement, tu vis paisiblement avec ta famille, franchement, il n'y a pas photo. Donc c'est ça, c'est sur ça, c'est ces messages-là qu'on doit véhiculer et l'État doit accompagner cela. Donc c'est pour ça, moi j'ai pris de tout mon cœur que la transition réussisse, qu'on aille vers des élections apaisées et que vraiment le Nord, le Centre et tout le Mali soient vraiment en sécurité et que tous les Maliens soient en sécurité partout, les étrangers aussi, et que la stabilité revienne. En ce moment, on pourra vraiment commencer à investir dans des projets qui vont faire des créations d'emplois en masse, comme j'aime le dire, pour répondre au chômage de masse de nos enfants. D'accord. On est en train de s'acheminer vers la fin de l'entretien, ça passe vite, on voit vraiment que vous êtes un passionné de ce domaine, mais de façon générale, que ce soit au Mali ou en Afrique, à chaque fois qu'on parle de ressources naturelles, que ce soit l'or, le pétrole, il y a des clichés
les Africains croient souvent à la malédiction du pétrole, de l'or. On voit que souvent il y a les calamités, il y a les guerres parce qu'il y a ces ressources-là. Est-ce que c'est un cliché? Qu'est-ce que vous avez à dire ce soir aux Africains pour transcender un peu ces clichés-là? Je ne crois pas à la malédiction du pétrole, je ne crois pas à la malédiction de l'or. Dieu nous a donné ces ressources, pour moi c'est des bénédictions. C'est la gestion qu'en font les hommes, c'est ça le problème. Si vraiment on arrive à sécuriser notre pays, à développer et exploiter nos ressources, à faire en sorte qu'il y ait des milliardaires maliens en dollars qui émergent de l'exploitation de nos ressources, franchement, je pense qu'on va oublier tous les problèmes dont vous parlez. Tout le monde parlera de bénédictions. Vous savez, il y a des pays émergents, comme Malaisie et autres, où il y a des opérateurs qui ont des milliards de dollars. Quand ils veulent faire des autoroutes qui coûtent 1 milliard de dollars et que la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les bailleurs internationaux posent des problèmes, sont très procéduriers pour mettre de l'argent, un opérateur se lève. Moi, je le fais en BOT pour mon pays. Hein? Et ça, le Mali peut faire ça. Les Maliens sont patriotes, aiment leur pays. Donc maintenant, on doit les aider à être des multimilliardaires en dollars légalement. Ce serait la fin de l'économie criminelle et ce serait vraiment le début de l'ère de développement durable et d'une prospérité pour les Maliens. Ce sera le mot de la fin, ce message d'espoir. Merci d'avoir suivi cet entretien avec Aliou Boubacar Diallo, président d'Hydroma, également de Petroma. Avec lui, nous avons parlé des défis de la transition énergétique. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro d'entretien avec sur la chaîne du continent. Je vous remercie.